Je pense que vous avez très bien résumé l'esprit de ces nouvelles recommandations et on va le voir, elles vont nous transformer de cardiologues en véritables diabéto-endocrinologues. D'ailleurs, si vous suivez un peu les publications, le professeur Braunwald, que tout le monde connaît ici, dit que le cardiologue doit se transformer en cette nouvelle spécialité cardio-diabétologie. Et donc, on doit tous être partie intégrante dans la prise en charge du diabétique et maladies cardiovasculaires. Alors, ces nouvelles recommandations, voici la plaque centrale qui va nous présenter ces nouvelles recommandations du management cardiovasculaire chez les patients diabétiques. D'abord, la présentation, c'est en 5 points. 1. La présentation, c'est-à-dire on va avoir des patients soit qui ont des pathologies cardiovasculaires chez qui il faudra chercher le diabète, soit ce sont des patients diabétiques type 2 qui vont se présenter avec une maladie cardiovasculaire ou une insuffisance rénale. Deuxième étape, c'est l'évaluation. Est-ce que ce sont des patients qui sont diabétiques avec atteinte cardiaque ou rénale? Et troisième étape, le diagnostic. Et l'étape ultime, c'est bien sûr le traitement qui est extrêmement important. Alors la première des choses, la première des recommandations à avoir, c'est qu'il faudrait obligatoirement screener tous vos patients qui ont une maladie cardiovasculaire et chercher est-ce qu'ils sont diabétiques, donc chercher une glycémie, demander une glycémie, et deuxièmement, demander un taux d'hémoglobine glyquée. Et une chose importante, il faudrait dépister chez tous les patients diabétiques, est-ce qu'ils sont symptomatiques en particulier par rapport à l'existence d'une insuffisance cardiaque, est-ce qu'ils sont essoufflés, est-ce qu'il y a une intolérance à l'effort, leur faire un examen clinique, électrocardiogramme, échocardiographie, et il faudrait absolument que pour les médecins non cardiologues, le taux de NT pro-BNP devient de plus en plus routinier dans le dépistage de l'insuffisance cardiaque chez les patients diabétiques. Et puis, rechercher s'il y a des symptômes d'ischémie myocardique, et on a vu tout l'intérêt de l'importance de rechercher des symptômes chez les patients diabétiques. Et un fait important, et ça, je voudrais insister là-dessus, il faudrait absolument, quand on parle d'atteinte d'organes cibles chez le patient diabétique, il faudrait regarder le rein. Et il faudrait absolument demander un débit de filtration glomérulaire et un rapport urine-albumine-créatine urinaire. Ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que ça nous permettra, à ce moment-là, d'étudier la fonction rénale par le débit de filtration glomérulaire et deuxièmement, les dommages rénaux par non plus la microalbuminurie sur 24 heures, mais le rapport urine-albumine-créatine urinaire. Et ainsi, vous allez pouvoir chiffrer et pouvoir mettre un certain nombre de patients dans le cadre rouge qui seront des patients à très haut risque. C'est-à-dire si vous avez des patients qui ont un débit de filtration glomérulaire moins de 30, s'ils ont un rapport urine-albumine-créatine urinaire à moins 30 mg par gramme, s'ils ont un débit de filtration glomérulaire moins de 45, à ce moment-là, ils vont avoir un rapport albumine-créatine entre 30 à 300. Par contre, lorsqu'ils sont plus de 300, déjà, quand ils ont un débit de filtration glomérulaire à moins de 60, ils sont déjà à très haut risque cardiovasculaire, ils sont dans le rouge. Alors, une chose extrêmement importante, c'est de pouvoir stratifier les patients diabétiques. Stratifier les patients diabétiques, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont, regarder s'ils sont en prévention primaire. Il ne faut pas se dire que tous les diabétiques doivent être en prévention secondaire. Non. D'abord, quand vous êtes en diabétique type 2, est-ce que vous allez vous mettre en prévention primaire? À partir de là, vous allez définir le risque cardiovasculaire. Alors, est-ce que ce sont des patients à haut risque cardiovasculaire? Est-ce qu'ils ont déjà eu un événement cardiovasculaire? Une atteinte d'organe cible, on a déjà vu l'atteinte l'atteinte rénale. Quel est le score risque? Et ça, on reviendra, c'est un élément fondamental dans le dépistage, dans la stratification du risque chez le diabétique. Les patients à haut risque sont les patients qui ont une durée du diabète de 10 ans et qui ont un score de risque plus de 10%. Et les patients qui sont à risque modéré, ce sont des patients qui ont un score moins de 5 à 10%. Alors, il est important d'utiliser le score 2. C'est un score qui a été déjà publié en 2011, 2021, qui a été revisité. Et ce score inclut deux notions importantes. La durée
du diabète, de la durée du diabète, et l'hémoglobine glyquée, et qui va vous permettre de stratifier en fonction d'un certain nombre de paramètres, à savoir l'âge, le sexe, le tabac, le diabète, la pression artérielle, le taux du cholestérol, le taux d'HDL cholestérol, et ajouter à cela la durée du diabète, l'hémoglobine glyquée et le débit de filtration glomérulaire, et c'est comme ça que vous allez pouvoir stratifier le risque cardiovasculaire et vous mettre les patients dans des cases. C'est-à-dire, ça va avoir un impact sur la prise en charge. Il est clair que si vous avez un diabétique à très haut risque cardiovasculaire, vous allez à ce moment-là mettre en place des traitements qui vont diminuer les événements cardiovasculaires. Et on pense tous aujourd'hui aux GLP-1 agonistes et aux SGLT2 qui ont un effet extrêmement intéressant sur la diminution des événements cardiovasculaires. Donc, il est obligatoire aujourd'hui de stratifier le risque par ce score 2 et qui va vous permettre d'identifier les patients à risque, les patients à très haut risque plus de 20%, les patients à risque modéré à haut risque de 10 à 20% et les patients à risque de modéré qui sont entre 5 et à 10% et les patients à risque faible moins de 5%. Alors il est recommandé, on l'a dit, chez les diabétiques de rechercher atteinte d'organes cibles, les reins ne l'oubliez pas. Il est important de rechercher les symptômes, en particulier d'atteinte athéromateuse et de l'insuffisance cardiaque. Et puis, il faudrait utiliser ce fameux score 2. Et chez les patients diabétiques sans athéromateuse, sans atteinte d'organes cibles, à ce moment-là, vous pouvez mettre avec un niveau de recommandation 2B les traitements comme les GLP-1 agonistes et les SGLT2. Alors, ça c'est une évolution extrêmement intéressante pour voir chez les patients diabétiques, les patients à bas risque, vous pouvez les mettre sous metformine en classe 2A. Chez les patients à risque élevé, vous pouvez les mettre sous metformine et sous SGLT2, GLP-1 avec un niveau 2B. Mais quand vos patients sont à très haut risque ou lorsqu'ils ont eu déjà un événement cardiovasculaire, à ce moment-là, vous allez passer au niveau de recommandation 1, c'est-à-dire l'obligation, vous devez le mettre, en particulier de SGLT2 et GLP-1 agonistes. Alors, aujourd'hui, et c'est une étape fondamentale dans la prise en charge des diabétiques, il faut aller au-delà de l'hémoglobine glyquée, au-delà de la glycémie, c'est-à-dire il faut mettre en place les traitements qui ont un bénéfice sur le plan cardiovasculaire. Sur le plan athéromateux, ce sont les GLP-1 agonistes. Sur le plan de la protection de l'insuffisance cardiaque ou le traitement de l'insuffisance cardiaque et la protection rénale, ce sont les SGLT2 inhibiteurs. Et donc aujourd'hui, il y a une note, c'est écrit en rouge, c'est un nouveau concept de mettre en place ces nouvelles thérapeutiques. Alors, bien sûr, on va avancer chez les patients qui sont diabétiques, qui ont eu un événement athéromateux. À ce moment-là, on peut mettre en place soit un GLP-1 agoniste, soit un SGLT2. Et puis, si le patient n'est pas contrôlé, vous voyez que ce sont des traitements de première intention. Et seulement si le patient n'est pas équilibré sur sa glycémie et son hémoglobine glyquée, à ce moment-là, vous allez recourir à la metformine et puis vous passez à la pioglitazone. Et regardez bien, pour les patients diabétiques type 2 avec athéromateuse, avec complications athéromateuses, c'est-à-dire accident ischémique, accident coronaire, accident vasculaire cérébral, à ce moment-là, pour diminuer pour diminuer les événements cardiovasculaires par la suite, vous avez soit GLP-1 agoniste, soit GLT2 et inhibiteur. Et ça, vous le voyez très bien en dehors, indépendamment de l'hémoglobine glyquée et indépendant du contrôle glycémique. Et donc aujourd'hui, quand on parle, vous parlez du dialogue entre cardiologue et endocrinologue, il faudrait absolument que ça soit dans ce sens-là. C'est-à-dire, il faudrait pratiquement exiger de l'endocrinologue ce suivi-là, parce qu'on ne peut plus admettre que des patients qui ont fait un infarctus, qui sont en insuffisance cardiaque ou qui sont en insuffisance rénale soient privés de ces médicaments sous n'importe quel prétexte. On pourrait en discuter. Alors, bien entendu, chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque, on reviendra tout à l'heure au cours du symposium, vous savez que, quelle que soit l'insuffisance cardiaque, à fraction d'éjection réduite, moyennement préservée, entre 40 et 50%, préserver les SGLT2 sont une indication de niveau de recommandation 1 pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite
On a les 4 piliers, on le sait tous. Maintenant, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection moyennement préservée ou préservée, on a le premier pilier qui sont les SGLT2 et donc c'est un traitement fondamental et donc à partir de là, si le patient n'est pas contrôlé sur sa glycémie, on peut aller sur les GLP-1 agonistes ou la metformine. Alors chez les patients, donc on a aujourd'hui la preuve et on a les dernières études, en particulier Deliver et IMPA Preserved, qui montrent clairement que les patients en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée doivent obligatoirement avoir des SGLT2 comme traitement de première intention. Alors, par la suite, il faudrait savoir que certaines classes thérapeutiques sont délétères quand il y a une insuffisance cardiaque, en particulier les pioglitazones et la saxagliptine qui sont absolument ne sont pas recommandées et c'est écrit en rouge. Donc on a d'abord les SGLT2, puis on a les GLP-1 agonistes, on a la linagliptine, la metformine et l'insuline basale qui sont au niveau de recommandation 2A. Et puis, ce qui est rouge, ce qu'il ne faut pas faire, c'est donner de la sitagliptine et la pioglitazone qui sont contre-indiqués. Dernier point qui est extrêmement important, c'est les reins. Alors, pour les patients qui sont diabétiques en insuffisance rénale, il faudrait absolument mettre les thérapeutiques qui sont, bien entendu, statine pour baisser le LDL cholestérol, c'est obligatoire, IUCORA2 qui sont néphroprotecteurs, troisièmement, les SGLT2, et aujourd'hui, les SGLT2, on a eu la FDA récemment dans la protection rénale, et surtout pour les patients qui ont un débit de filtration glomérulaire entre 25 et 40, et avec un débit de filtration, avec un rapport urine-albumine-créatinine plus de 30, il faudrait contrôler la tension artérielle. Et il y a un nouveau venu que vous devez connaître, c'est la finerenone. C'est un inhibiteur sélectif stéroïde et donc non stéroïdien, et on a eu 2 études, l'étude Fidelio-Figaro, qui montre clairement que c'est un néphroprotecteur, et chez les patients qui sont en insuffisance rénale chronique, le fait d'ajouter de la finerenone en diminue le développement de l'insuffisance rénale, la progression de l'insuffisance rénale et les événements cardiovasculaires par la suite. Et donc, les SGLT2 sont des traitements de première intention là aussi, et je le rappelle bien, c'est qu'il faudrait, chez les patients diabétiques avec insuffisance rénale, baisser la pression artérielle, donner des statines pour baisser le LDL cholestérol à un taux de 0,7 à 0,5, IUCORA2, SGLT2 et finerenone. Donc il y a aujourd'hui, on tient pratiquement la trithérapie qui pourrait constituer le gold standard pour la néphroprotection, et on va voir tout à l'heure au cours du symposium comment éviter la progression de l'insuffisance rénale. Voici la dernière diapositive qui montre clairement, je suis dans les temps, comment on va prendre en charge les patients qui sont diabétiques et qui ont une atteinte cardiovasculaire. Il y a un changement de paradigme aujourd'hui, un vrai changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on demande de plus en plus aux cardiologues non pas uniquement de regarder la glycémie, l'hémoglobine glyquée, mais on lui demande, dans l'obligation, on est dans le niveau de recommandation 1, de protéger les reins, de protéger le cœur, de protéger les artères et de donner de préférence les molécules qui ont une protection cardiovasculaire prouvée par les études, en particulier les GLP-1 agonistes et les GLT2, et bien sûr, quelle que soit l'hémoglobine glyquée et quelle que soit la glycémie. Je vous remercie.